Bonjour, bienvenue pour la quotidienne du 23 juin en 3 parties comme d'habitude. On commence tout de suite avec l'actu. On s'intéresse à Région de Nyon. On revient sur cette législature avec la présidente du conseil intercommunal, Valérie Jean-Renaud. Ensuite, strike pour le sport puisque on s'intéresse au champion suisse junior, un joueur du bowling gland. Il sera sur le plateau d'Alexandre Caporal. Enfin, en culture, faute de paléo, la HESSO installe Temporalis sur la place des Marronniers à Nyon du 1er au 4 juillet, l'occasion d'en faire la fête. On en saura plus d'ici quelques instants. Région de Nyon arrive au terme de cette législature. Mercredi prochain aura lieu la séance d'installation. Aujourd'hui, sur le plateau, la présidente du conseil intercommunal. Bonjour. Bonjour Andrea. Valérie Jean-Renaud, alors vous céderez prochainement votre place. On va parler aussi de votre poste, de votre fonction. On va en faire un petit bilan. Mais avant tout ça, on va revenir sur la dernière séance du conseil intercommunal. On va revenir notamment sur le dossier de la Dôle qui a suscité pas mal de mécontentement. Alors d'abord estimé à 3,3 millions, le bâtiment d'accueil du domaine Dôle-Tuf a été réévalué à 4,9 millions. Le conseil intercommunal a exigé des explications. Valérie Jean-Renaud, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors oui, un préavis d'urgence a été déposé pour Télédôle. Et puis, il y a eu pas mal de discussions. Je dirais qu'il y a eu pas mal de questions. Les délégués se sont posés beaucoup de questions sur ce cautionnement, en fait. Donc, à raison d'ailleurs. Ils ont demandé un peu des explications et le CODIR leur a donné les explications. Donc, tout a été plus clair et le préavis a passé au vote. Donc, le cautionnement a été accepté. Donc voilà, l'installation n'a pas été remise en cause. On sait que c'était un gros dossier, une construction importante pour la région. Donc ça pourra se faire une bonne chose. Pour revenir justement à cette législature, alors voilà, on arrive au terme de celle-ci. Quel bilan personnel est-ce que vous en faites ? Alors, un bon bilan personnel. Je dirais que, en fait, c'était mon profond ressenti durant ces 5 ans, c'est que les délégués de Région de Nyon sont vraiment acquis à la région. Et puis, il y a eu en fait des groupes de sous-régions qui se sont créés, donc Jura-Lac, Lac-Vignoble, As-Boiron, Terre-Sainte. Et puis ces groupes en fait se rencontrent avant chaque conseil intercommunal pour préparer les séances. Et il y a un point important qui est ressorti pendant ces 5 ans, et je pense que ce sera probablement le défi de la prochaine législature. Tous ces sous-groupes, en fait, tous ces délégués souhaiteraient un projet commun pour Région de Nyon. Un projet commun. Un projet commun qui n'est pas facile à trouver. Il faudra être créatif. Un projet, en fait, qui est rassembleur, qui rassemble. C'est intéressant ce que vous dites, c'est-à-dire que dans la région, avoir un projet fédérateur à toutes les régions, c'est difficile à trouver. Eh bien, c'est difficile à trouver parce que en fait, il y a des défis différents dans chaque sous-région. Mais voilà, ce sera un travail peut-être pour les 5 ans à venir. Ouais, alors on va venir au futur d'ici quelques instants. On va rester aussi sur cette législature puisque 5 élus ont quitté le CODIR pour des raisons diverses. On va vraiment revenir là-dessus. Mais voilà, on a l'impression qu'entre cette législature et la suivante, c'est l'année du changement. Et oui, et bien heureusement. Mais ce qu'il faut dire aussi, il y a des membres du CODIR qui ont déjà fonctionné pendant quelques années, qui vont rester au comité directeur. Donc une mémoire va être conservée au CODIR. Et puis il y a des nouveaux qui vont arriver, donc qui vont donner un nouveau souffle. Et puis tout changement est bon. Ouais, on sait que certaines personnes étaient là depuis de nombreuses années. On peut citer par exemple la personne de Gérald Crétny qui était là à la présidence du CODIR. Est-ce que là, le fait que ça change justement, qu'est-ce que ça peut permettre ? Est-ce que ça peut permettre justement que certains dossiers se décrispent ? Alors moi, je ne dirais pas que certains dossiers se décrispent. Je pense qu'il n'y a pas eu de crispation vraiment sur certains dossiers. Je pense que les dossiers vont continuer à évoluer. Peut-être qu'il y aura de nouveaux dossiers, il y aura une autre manière de voir les choses, une autre gouvernance. Ce sera un peu la surprise. Ouais, alors la surprise. On se laisse surprendre. Il en faut surtout un nouveau souffle pour Région de Nyon, c'est ce que vous nous disiez justement en préparant cette interview. Selon vous, comment est-ce que ces élections communales qu'on vient de vivre ont influé cette année à Région de Nyon ?
Écoutez, ce qui est assez surprenant par rapport à il y a 5 ans en arrière, c'est le nombre de personnes intéressées à rentrer à Région de Nyon et surtout au comité directeur. On a eu une séance avec les syndics de Jura-Lac pour proposer des candidats et voilà, 3 candidats se sont proposés pour aller au CODIR. Je dirais qu'il y a 5 ans en arrière, il y avait pas vraiment de candidats. Enfin, il n'y avait pas plus de candidats que de places au CODIR. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, Région de Nyon a une réelle signification ou qu'en tout cas, voilà, tout le monde l'a comprise? Plus de monde. Oui, je pense que plus de monde ont compris en fait les enjeux de Région de Nyon et puis d'avoir une région forte, une région économiquement forte, culturellement forte. Je dois dire qu'en Suisse, il y a 2 pôles, hein, Zurich et Région de Nyon. Et je crois que là, les gens ont compris qu'il fallait tirer à la même corde. Ouais. Alors, de mon côté, je soulèverai un fait, c'est, on va se relier à la ville de Nyon. Le municipal Pierre Vallène a été fraîchement élu municipal à Nyon. Alors évidemment, il était au conseiller intercommunal. Et fait intéressant, il sera notamment à Nyon responsable des affaires régionales. Le fait qu'un dicaster spécifiquement pour les affaires régionales ait été mis sur pied, est-ce que c'est une bonne chose pour le conseil intercommunal de Région de Nyon? Alors, je pense que c'est une bonne chose pour le conseil intercommunal. Ce qui est encore plus une bonne chose, c'est que Pierre Vallène y soit. Pierre Vallène a donc une fibre verte. Hein, il est concerné par tout ce qui est environnement. Et je pense que oui, ça peut apporter quelque chose d'important à Région de Nyon. D'autant plus intéressant qu'on sait qu'il a souvent été critique à l'égard du comité et du CODIR. Donc là, le fait qu'il intègre aussi ce comité-là, ça peut changer quelque chose. Oui, je dois dire que les élus du conseil communal de Nyon ont vraiment apporté pas mal de choses au conseil intercommunal. Donc, si on se remet il y a 5 ans en arrière, en fait, les délégués des conseils communaux sont arrivés au conseil intercommunal. Et puis, les délégués des grandes villes qui ont l'habitude du maniement des outils politiques, hein, interpellation, postulat, motion, eh bien, ont utilisé ces outils. Et ça a créé des débats, ça a créé des discussions. Et je pense que c'était franchement une bonne chose. Et puis, pour leur rendre à César ce qui est à César, c'est grâce à eux, grâce à Pierre Vallène et Claude Farine, que les groupes des sous-régions se sont créés avec le premier groupe sous-région Jura-Lac. Pour revenir à vous et à votre parcours, Valérie Jean-Renaud, vous avez été élue présidente du conseil intercommunal le 29/6/2016, ça fait un petit moment. Et puis, là, on arrive à la fin, justement, vous allez quitter cette fonction, mais pour un autre objectif, passer à la tête des finances. Pourquoi ? Alors, passer à la tête des finances, en tout cas, c'est votre souhait. En tout cas, mon souhait de rentrer à la commission des finances, pour avoir un peu une vision un peu plus globale de Région de Nyon. Il ne faut pas oublier que moi, je fais partie d'un exécutif de village. À Burtigny. Et puis, à Burtigny, je n'ai pas vraiment passé par le législatif avant d'être dans l'exécutif. Et puis, un des objectifs pour moi, c'est de un peu mieux comprendre ce qui se passe, collaboration entre le législatif, l'exécutif, mettre du lien, parce qu'en fait on est tous ensemble, qu'on soit dans un village, à Région de Nyon, dans une grande ville, on n'est pas des organes séparés. Disons. Vous vous attaquez à un vrai gros morceau, hein. On sait que Chantal Landero disait souvent que comme tout le monde, l'argent c'est le nerf de la guerre, mais sachant que ça crispe aussi pas mal de tensions, et ça suscite pas mal toujours de questions au conseil intercommunal. Qu'est-ce que, selon vous, il faudra faire peut-être de différent concernant les finances à Région de Nyon? Alors là, je ne peux pas vous dire, Andrea, parce qu'en fait, j'y suis pas encore. Donc, moi, je vous propose, vous me réinvitez sur le plateau et puis je vous raconte. Mais c'est en tout cas quelque chose où vous voyez qu'il y a du potentiel à travailler, retravailler, partir sur des bases et continuer à faire quelque chose? Oui, moi, tout ce que je peux apporter, c'est venant d'une petite commune où on n'a pas beaucoup de rentrées d'impôts. Donc, en fait, nous, à Burtigny, on sera toujours obligés d'économiser, de choisir les projets, d'avoir une stratégie de projet assez drastique, pour ne pas rentrer dans des chiffres rouges. Alors, ce que je peux apporter, c'est ça. Maintenant, vous me réinvitez, je vous raconte.
Un sacré optimisme, c'est-à-dire qu'on peut faire de grandes choses avec peu de moyens, c'est ce que vous nous dites. Finalement, vous nous avez parlé de l'avenir de cette prochaine législature. Vous avez cité ce projet fédérateur qu'il faudra trouver à toute la région. Mais selon vous, quels seront les autres enjeux importants pour Région de Nyon ? Ce sera alors un enjeu important, je pense, ce sera la communication avec le conseil intercommunal. Comme je vous l'ai dit avant, je pense qu'on tire tous à la même corde et puis que la communication avec l'organe délibérant, c'est vraiment quelque chose d'important et puis ce sera vraiment un point sur lequel travailler. Peut-être du côté financier aussi, la multisport à Nyon, patinoire permanente à Gland, là on sait que c'est des dossiers qui arriveront à Région de Nyon. Bah, écoutez, très certainement, mais je pense qu'il faudra le demander au que dire. Voilà. Au que dire de décider et puis surtout au conseil intercommunal. Valérie Jean-Renaud, présidente du conseil intercommunal, on l'a dit. Merci beaucoup d'avoir été Andrea avec nous. Et puis donc la séance d'installation qui aura lieu mercredi prochain. On parle bowling à présent puisque un jeune champion de la team Bowling Gland a remporté le titre de champion suisse junior dans la catégorie C U13. À 11 ans, le jeune Christopher Clark, qui habite Gingin, a réussi à battre son adversaire âgé, lui, de 13 ans. Il est avec nous en plateau. Bonjour Christopher. Bonjour. Et il est venu accompagné de son coach Sébastien Ingré. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors, champion dans ta catégorie, champion suisse, c'était ta première compétition à haut niveau. Qu'est-ce que ça te fait, Christopher ? Je sens bien, mais c'est compliqué, Parce que c'est tout nouveau pour toi, c'est ça ? Ouais, c'est tout nouveau. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans la compétition comme ça ? Je sais pas, c'est juste arrivé. C'est l'envie, comme ça, le bowling, de le pratiquer à haut niveau. Tu faisais sûrement des très bons scores à Gland, c'est ça ? Ouais. Et on t'a dit où, toi, il faudrait peut-être que tu ailles un peu plus loin ? Ouais. Et tu nous as ramené un très beau trophée ici en plateau. Sébastien, il y a de bons espoirs du coup avec Christopher. Ça c'est clair, Christopher il a un jeu très propre, un peu atypique parce que... mais on va dire qu'au résultat il est présent. Donc, Comment ça s'est fait du coup donc, parce que Christopher, il est venu s'inscrire dans la team Bowling Gland et puis il y a un contact qui s'est fait entre toi et lui. C'était un peu avant de rentrer dans la team Bowling Gland. Il venait faire des petits tournois qu'on fait une fois par mois, des tournois amicaux. Et Christopher avait déjà bien bataillé, puis chahuté même moi, parce qu'il a un très bon niveau. Et puis après, en discutant avec Christopher, son papa, et puis je leur ai proposé d'intégrer la team. Et puis tous les mercredis, ils viennent s'entraîner l'après-midi. Ils passent quelques heures à travailler la technique et puis surtout le physique, parce qu'il fait énormément de parties à chaque fois. Mais c'est vrai qu'il faut aussi qu'il pense un peu à sa santé, parce que trop de pratique, tu la pratiques. Donc il faut vraiment qu'il se canalise et puis c'est surtout après le travail du mental. Ouais. Et du coup, toi, tu es là pour l'accompagner. Voilà. Christopher, il t'apprend quoi du coup, Sébastien ? J'apprends des nouvelles techniques et plein de choses où on frappe les quilles pour faire des strikes. À gérer le mental, le stress aussi. Avec la compétition, juste avant l'interview, Sébastien me disait il y a des moments où Christopher se faisait déstabiliser parce qu'il regardait le score des adversaires, donc il y a aussi ça qui joue. Il y a beaucoup de stress aussi. Et comment tu apprends, toi, à gérer ce stress-là dans une compétition ? Je laisse sur le bois. Quand je sors de la piste, je laisse sur le bois. D'accord. Donc, tu t'occupes plus... à un moment donné, Sébastien, comment toi, tu l'accompagnes ? Moi, j'essaie de le soutenir, de lui changer les idées pour éviter qu'il réfléchisse s'il a loupé une quille, qu'il évite d'y repenser. Puis surtout, aller de l'avant. Ouais.
Et Christopher, pour ça, il est très à l'écoute, donc c'est fantastique de travailler avec lui. Ouais. Et puis, décidément, la team Bouling-Gland, ça marche bien pour vous, parce que toi, Sébastien, tu as été champion suisse de la catégorie C donc l'année passée. Tout à fait. Ouais. Donc ça va bien, mais c'est bizarre parce que c'est vrai qu'on n'imagine pas comme ça le bowling comme un sport de compétition. Pourquoi? Non, tout à fait. Après, c'est vrai qu'on a toujours tendance à penser aux sorties entre amis, etc. Mais c'est vrai que si on se prend vraiment au jeu à faire 8, 10 parties ou 20 parties dans un week-end, là, les boules commencent à peser. Ouais. Parce que si on s'amuse à chaque fois à lancer 2 fois la boule, faut multiplier le poids par 2, quoi. Ouais. Donc, à chaque fois, après, c'est surtout du travail mental, du travail un peu physique, mais surtout la pratique qui prime. Et toi, ça t'est venu comment, du coup, de te dire « Ah, en fait, le bowling, on peut en faire un sport de haut niveau, on peut faire de la compétition en Suisse, on peut s'inscrire, et puis même, on peut devenir champion suisse ». Tout à fait, mais après, c'est comme tout, c'est souvent dans les encadrements des bowling à proprement dit, que ce soit à Lausanne, que ce soit à Martigny, à Gland, on a toujours des personnes qui font de la compétition. Donc, on s'y prend en jeu, puis après on s'attache, et puis on discute, sur des petits malentendus, on prend des licences, et puis, etc. Puis après, on s'entraîne vraiment, et puis là, on comprend que c'est vraiment un sport, pas qu'un loisir. En fait, c'est quand on sort entre amis, c'est les personnes qui sont sur les lignes d'à côté, et puis qui font 200 points, et puis on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Tout à fait. Tout à fait. Christopher, c'est quoi, toi, qui te plaît dans le bowling? Pourquoi tu as choisi finalement ce sport? Mais à le début, quand j'étais très petit, j'en ai choisi bowling parce que à cause des numéros, parce que à cet âge, j'adorais les numéros, mais maintenant, ça juste fait le plaisir. Donc les maths, en fait, c'est ça? Et donc de faire le plus gros score à chaque fois? Ouais. Okay. Et tous les balles additionner mon score. D'accord. Ouais, avant la télévision. D'accord. Et dans le bowling, comment on fait pour marquer un strike? Il y a une technique particulière? Tu dois frapper la quille centrale soit à gauche ou à droite, mais pas directement au centre, parce que sinon tu fais une split. Ah, d'accord. Ok. Donc il faut viser de manière particulière, et puis c'est ça du coup que toi tu essayes d'apprendre aussi les techniques différentes. C'est pareil, si vous regardez dans les vidéos qui passent derrière vous, ils jouent avec une boule de spare. Donc c'est une boule droite. Puis moi par exemple je joue avec une boule réactive. Donc nous... c'est quoi qui change? C'est le poids? Non, il y a le revêtement, le noyau interne. Donc il y a plusieurs sortes de boules. Donc tu as la solide, donc c'est les boules qui sont un peu plus mates, tu as l'hybride, tu as la pearl, tu as les uréthanes, et tu as la boule de spare que j'ai fait travailler au maximum Christopher. Et quand on se sentira prêt les deux pour le faire passer avec une boule réactive, on fera le nécessaire. Mais c'est vrai que pour nous, avec une boule réactive, on doit donner un angle approximatif de 23 degrés pour rentrer entre la quille 1 et la quille 3 pour être sûr de faire un strike. Ah oui, d'accord. Donc ça se joue aussi beaucoup à l'outil, en fait. Voilà. D'accord. Et à la technologie, finalement, de la boule. C'est quoi la reconnaissance de ce sport en Suisse et les débouchés aujourd'hui? Après, on va dire que c'est encore un sport très jeune en Suisse, mais puis très méconnu. Donc, je sais que Swiss Bowling travaille beaucoup pour, comme ça s'appelle, faire devenir le bowling en sport un sport officiel, on va dire... national, quoi, voilà. Non, national, il est déjà, mais c'est surtout au CIO. Ah oui, d'accord. Vraiment faire sortir le bowling en tant que sport olympique. Ouais. Et donc, il n'y a pas que la Suisse, il y a la France, il y a tous les pays qui voudraient que le bowling devienne olympique. Et donc, à la team Bouling-Gland, du coup, c'est une team, et c'est une école aussi, finalement Oui et non. J'ai encore pas, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai encore pas le diplôme de coach, mais qui sera bientôt, incessamment sous peu... reconnu, quoi. Reconnu, parce que je vais faire le nécessaire pour passer l'examen. Mais on essaye au maximum de donner envie aux jeunes
puis même aux moins jeunes, de pratiquer ce sport parce qu'on peut le faire à tout âge. Ouais, d'accord. Il y a effectivement plein de choses à découvrir. Justement, moi j'ignorais tout ce que tu m'as raconté là sur les boules, les revêtements, voilà, les poids et tout. C'est vrai que je ne savais pas qu'il y avait des différences aussi précises. Après, il y a des techniques de jeu. Moi, je joue par exemple à 3 doigts. Ouais. Il y en a qui jouent à 2 doigts. Il y en a qui jouent à 2 mains. C'est variable. Puis chaque personne est différente. Ouais. Vous prenez 10 joueurs de bowling et on est les 10 à avoir un style de jeu différent. Ouais. Et toi, Christopher, du coup, donc toi, la boule, on l'a compris, c'est la boule de Sper, si j'écoute Sébastien. Ouais. Et toi, tu joues à 2 doigts, à 3 doigts, tu fais comment? Je joue à 3 doigts. Mais je prends pas la boule comme ça. Tu la prends comme ça, okay. Voilà. Par-dessus, d'accord. C'est quoi, toi, Christopher, tes ambitions pour la suite, pour la compétition? Bon, alors là, voilà, champion suisse junior dans ta catégorie. Après, ça va être la catégorie d'âge supérieure, on l'imagine. On espère aussi que tu nous ramènes un nouveau trophée. Mais toi, qu'est-ce que tu as envie de faire avec le bowling? Je sais pas, peut-être avoir la titre champion d'Europe. Ah, carrément, ouais. D'accord, ok, donc il y a des belles ambitions ici. Il a des grands objectifs, mais il a un potentiel énorme. D'accord. Puis quand il est en mode entraînement, c'est entraînement, il n'y a rien qui le perturbe. Okay. C'est ça qui est top. On va suivre alors votre parcours à tous les deux, Christopher Clark, jeune champion suisse, donc junior de bowling, et puis Sébastien Ingray, qui lui aussi est champion suisse de bowling 2020, et donc le coach de Christopher. Alors à bientôt, et merci. À bientôt, puis merci. Merci Christopher. Merci, à bientôt. Pas de paléo pour la 2e année consécutive, c'en était trop pour la HES-SO qui veut absolument faire vivre sa nouvelle installation artistique temporaire. Baptisée Temporalis, cette structure géante a trouvé sa nouvelle terre d'accueil sur l'esplanade des Marronniers à Nyon tout l'été. Et histoire de marquer le coup et de ressentir un peu d'esprit de fête, la HES-SO organise un mini-festival, ça aura lieu du 1er au 4 juillet sur la place des Marronniers donc, et ça proposera des performances artistiques, des concerts gratuits, des étudiants, des hautes écoles de musique. Bonjour Luciana Vaccaro. Bonjour. Vous êtes rectrice de la HES-SO et salut Adriano Cor. Bonjour. Voilà, je vais le dire ton prénom. Tu es musicien et tu vas jouer le 4 juillet donc au festival Temporalis et puis tu es un enfant de Nyon aussi. Luciana, il fallait faire quelque chose avec ou sans paléo, c'était plus possible? Disons que cette structure Temporalis était d'abord conçue pour le festival 2020, annulation en 2020, annulation en 2021. La déception pour nos étudiants qui travaillent une année sur ces installations était trop grande. Donc nous, on avait vraiment envie que ça puisse vivre, retrouver un public, aller vers la cité. Et donc on a approché la ville de Nyon qui nous a permis de faire vivre cette installation du 1er au 4 juillet. Donc ça s'est fait très rapidement là, ces dernières semaines, j'imagine, parce qu'il y a eu le dernier conseil communal de Nyon qui a approuvé le préavis permettant d'animer la place des Marronniers avec diverses associations pendant 2 ans. Donc du coup, la place a été trouvée finalement dernièrement, on va dire. Écoutez, moi j'ai appris que cette idée voyait le jour pendant mes vacances de Pâques. Donc on a attendu un peu que toutes les conditions soient réunies, notamment celles pour accueillir le public, donc les conditions de protection à cause de la pandémie, le préavis de Nyon, et puis il y a quand même des contraintes techniques pour nous, parce que le public pourra le voir, c'est des grandes installations, elles sont assez imposantes, donc on devait pouvoir les réaliser dans un temps record. Ouais, donc on voit à l'écran l'affiche donc de ce festival, ce mini-festival qui aura lieu du 1er au 4 juillet dans lequel tu vas jouer, toi Adriano. C'est un petit lot de consolation du coup d'avoir ce genre de petits festivals éphémères qui apparaissent durant cet été. Complètement. Moi, j'ai été avisé de ma venue dans ce festival il y a 3 semaines et ça m'a fait un choc positif parce que j'étais toujours dans cette espèce de no man's land de culture où moi, je composais dans mon coin, je trouvais des manières d'avancer artistiquement comme je le souhaitais. Mais j'étais quand même privé de mon métier, qui est la scène, et le fait de pouvoir avoir ça aussi avec la collaboration du Paléo et de la HES-SO, je me réjouis, quoi. Ça reprend un petit peu la vie pour les musiciens, la scène, etc. Est-ce que cet été, ça te permet de jouer dans quelques festivals, sur quelques scènes?
Cet été, il y aura quelques événements où effectivement ça reprend gentiment, doucement, mais gentiment. Mais j'ai aussi pas envie de trop bourrer de dates, j'ai envie de prendre le temps parce que je prépare un album l'année prochaine et j'ai envie d'axer mon booking à ce moment-là en fait. D'accord. Mais en tout cas, la boîte mail se remplit un peu plus qu'il y a quelques mois. Ouais, tellement bien. En fait. Ça fait plaisir, j'imagine. Parlons un peu de cette structure géante. On a vu les images aussi à l'écran. Qu'est-ce que ça représente, Luciana ? Toutes nos structures sont des structures éphémères, donc ils sont des espaces qui montrent la beauté de l'éphémère, mais dans une scénographie qui peut surprendre. Donc elle est très grande, temporaliste, ça veut dire que c'est quelque chose qui est en lien avec le temps et avec la beauté de se déplacer dans un espace un peu imaginatif. Ouais. Et comment l'adapter de Paléo à cette esplanade des Marronniers ? Alors, disons, ce que j'aime dire, c'est que la HSSO, c'est une école tout-terrain. C'est une autre école tout-terrain qui nous permet de nous adapter à des conditions qui sont assez ardues. Le terrain de Paléo peut être très mouillé ou très dur selon les années. Donc je dirais que l'espace de l'esplanade des Marronniers, c'est quand même un espace un peu plus simple en termes de construction. Nous, ce dont on a besoin, c'est de l'espace principalement. Donc il n'y a pas eu énormément d'adaptation. Simplement, la structure telle qu'elle, elle n'est pas conçue comme une scène artistique, elle est plutôt conçue quand on est à Paléo pour héberger des différents projets de nos autres écoles qui viennent de tous les domaines. Donc cette fois, on fait une adaptation pour avoir deux scènes en parallèle pour que aussi les artistes, les étudiants des écoles artistiques de la HSSO puissent s'exhiber, parce qu'eux aussi ont été privés de public pendant une année et demie. Ouais, donc c'est ça. Donc il y a le but à la fois de montrer cette structure pour montrer le travail vraiment des étudiants de la HSSO, et du coup ce partenariat aussi avec les hautes écoles de musique pour faire un festival aussi d'art, de scène, de musique. Comment vous avez façonné un peu ce programme de ce festival Temporalis ? Alors, la structure Temporalis, elle est conçue par nos étudiants de EPIA, donc l'Haute École d'Ingénierie, Paysage et Architecture de Genève, la filière d'architecture qui développe ça. Et ensuite, la HSSO a toutes les écoles d'art qui sont affiliées. Donc, nous sommes la seule haute école en Suisse romande qui donne des titres universitaires à ces artistes. Et nous avons voulu avoir des artistes des musiques actuelles et du jazz et des artistes de musique classique. Donc, l'EMU et l'HEM Genève sont partenaires. Chaque jour, il y a un groupe qui est plutôt classique, un groupe plutôt musique actuelle. Et puis, n'oublions pas une autre école à laquelle je tiens beaucoup, c'est la Manufacture, notre école de théâtre, dans laquelle il y a aussi la danse contemporaine. Et le dimanche, il y aura une représentation de danse contemporaine. Donc un programme varié, bien entendu, qu'on peut retrouver sur Internet. Si vous tapez Temporalis, HESSO, vous retrouverez donc ce programme gratuit. Est-ce que le Paléo a participé également à l'organisation de ce petit festival ? Disons que Paléo nous a aidés pour contacter des têtes d'affiche, dont Adriano. Chaque jour, à 21h, il y a une tête d'affiche. Donc, ils nous ont mis à disposition leur carnet d'adresses pour qu'on puisse les inviter. Et l'autre chose que j'aimerais dire, c'est que nous, on aime beaucoup aller vers le public, vers la cité. Donc, il y aura aussi des fanfares, des brass bands qui se produiront sur scène. Et donc, moi, je me réjouis de ce mix de têtes d'affiche suisses, principalement, et nos écoles, plus des musiques plutôt populaires. Voilà, donc un programme riche et varié. Adriano, ça veut dire que tu devais jouer à Paléo à la base ? C'est pas quelque chose que je peux dire là. C'était bien essayé, mais en fait, ça va pas se passer. Non, mais ce qu'on comprend effectivement, c'est que je parlais de l'autre consolation. Finalement, c'est un peu ça. Donc pas de plaine de l'As, mais finalement l'esplanade des Marronniers pour cet été. Ouais. Bon, Adriano, je propose qu'on écoute et qu'on regarde un petit peu ce que tu fais avec ce petit magnéto qui a été tourné au Montreux Jazz Festival.
Adriano, du coup, donc on voit un versant un peu plus acoustique sur le piano droit et puis ou piano à queue. Piano à queue. Et puis des machines aussi électroniques. Il y a un peu tout ce mix dans la musique que tu fais, donc musique classique, musique électronique. Alors musique classique, je ne sais pas si c'est vraiment de la musique classique, mais c'est en tout cas ce mix entre le côté organique du piano, qui est quelque chose qu'on retrouve peu dans les musiques actuelles, en fait, dans un certain sens. Et j'ai envie d'amener un public qui est habitué parfois à ce qu'on pourrait appeler un récital de piano. J'ai envie d'amener ce genre de public au public de la musique électronique et les faire se rencontrer. Parce que voilà, je pense que le piano, l'instrument organique a sa place sur scène, quoi. T'en es où, toi, dans l'actualité? Il y a toujours ton album qui s'appelle Lone, qui est excellent et puis qui est sorti en 2020. Voilà. Donc, sorti 5 jours avant le confinement. Ouais. C'était une magnifique période. Hasard des dates, voilà. Bon, finalement, de la musique qui s'écoute aussi chez soi, oui, très bien, mais qu'on a envie de voir sur scène, forcément. Donc, il y a des concerts aussi cet été. Je l'ai dit, donc le 4 juillet, forcément, à ce festival Temporalis. Le 21 août, au scène du Chapiteau à Romain-Motier également. Et puis, il y a la sortie d'un nouveau morceau, le 23 juillet. Oui, c'est ça. Alors en fait, cette année, il n'y a pas eu que du mauvais dans cette année de confinement. J'ai aussi commencé un partenariat avec mon label Radicalis, puis mon éditeur Wise Music Group. Et avec eux, on sort des morceaux régulièrement tous les 2 mois ou tous les mois. Et on sort des singles, on a commencé en octobre. Et voilà, le 23 juillet sort un nouveau morceau qui fait partie de cette lignée de singles qui seront ensuite représentés dans un album en fin printemps 2022. Voilà. Très bien. Bon. Je pense que, comme dit Adriano, il n'y a pas que du mauvais. C'est clair qu'on a traversé une épreuve tous de vie sociétale très dure, mais vous voyez, cette pandémie nous a poussé à réfléchir autrement. Ça faisait 15 ans qu'on était partenaire de Paléo et nous avons dû imaginer une autre manière pour faire vivre Temporalis, mais aussi pour permettre à nos étudiants de rencontrer le public. Donc je dirais que les crises sont aussi des moteurs d'innovation. Et moi, je suis une optimiste indécrottable, si je peux se dire. Convaincue. Voilà. Donc, je pense qu'on a... nos étudiants ont aussi vécu cette période avec énormément de résilience. Et ça, c'est aussi un exemple de la résilience d'une haute école pendant cette période. Comme celle de ces artistes qui ont profité de cette période pour créer, pour rester inventifs et pour pas perdre le fil. C'est ça. Et je pense qu'on a pu aller plus loin dans la recherche. Là, j'aurais pas eu le temps et l'énergie mentale de pouvoir composer autant que j'ai fait ces dernières années, quoi. Donc c'est une très bonne chose, c'est vrai. Et maintenant, les concerts, les rencontres avec le public, tout ça, ça reprend. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous les deux du beau temps, du monde, que ça marche. Donc, ce festival Temporalis du 1er au 4 juillet sur l'esplanade des Marronniers à Nyon. Et puis, la structure donc, de la HES-SO est à voir tout l'été sur cette esplanade. Merci beaucoup, Luciana Vaccaro. Merci. Et merci, Adriano Cor. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. C'est déjà terminé pour cette quotidienne du 23 juin. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve demain. Excellente soirée à tous.